Bon, du coup, normalement, le stream est lancé sur la page, donc on ne devrait pas tarder à commencer. Le son qu'il y a là, c'est le son qui est capté et qui est déjà transmis. Attends, laisse la porte ouverte. Laisse la porte ouverte. Bah oui, laisse la porte ouverte parce que du coup, il faut que je sache moi quand est-ce que tu. Vas-y, faut que je sache quand est-ce que tu changes de scène pour savoir qu'en parler. Ça, je me débrouille, hein, t'inquiète pas. Les scènes, je vous écouterai, je me débrouille. Ok. Alors, du coup, on va démarrer cette troisième conférence de la semaine de la pensée marxiste, qui sera sur le thème du salaire étudiant, donc en compagnie de Aurélien Casta, qui est chercheur sociologue à l'université de Nanterre, à l'université de Lille. Donc, pour remettre dans le contexte de cette semaine, la semaine de la pensée marxiste, c'est un événement qui est organisé chaque année par l'Union des étudiants communistes. Il a vocation à proposer une grille de lecture marxiste de la société et plus particulièrement des questions qui sont liées à l'enseignement supérieur. Donc, il s'agit réellement en fait de susciter la réflexion et le débat chez les étudiants en leur proposant des problématiques actuelles. Et le tout s'inscrit dans l'entretien d'un espace dédié au développement culturel et intellectuel de chacun. Donc pendant cette semaine, le thème a été précarité étudiante, quel financement des études. Donc, comme son nom l'indique, il vise la question de la précarité étudiante, qui est un problème vraiment plus qu'actuel. Nombreux sont les étudiants qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire. On les estime à un tiers des étudiants. Donc, ce qui a aggravé d'autant plus leur situation de précarité, 1 sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. À Bordeaux, beaucoup ont abandonné leur logement, ce qui n'a fait que les éloigner de leur lieu d'études. Plus d'un étudiant sur 6 sera en situation de décrochage. Donc, face au manque de réponse du gouvernement, qui ne fait qu'accumuler les insuffisances, les étudiants communistes ont décidé de présenter leurs propositions aux étudiants en ce qui concerne notamment le financement de leurs études. Donc, 2 conférences ont déjà été tenues cette semaine. Dans la première, Éric Baird abordait la question de la dette étudiante, ce qui nous a permis de nous interroger sur les conceptions de l'enseignement supérieur les plus souhaitables pour les étudiants. Hier, Julien Marchesi nous a parlé du plan Langevin-Wallon, en nous présentant quel modèle alternatif pouvait exister pour l'université. Et aujourd'hui, enfin, nous sommes avec Aurélien Casta qui nous parlera d'une proposition sur laquelle il a largement travaillé, celle d'un salaire étudiant. Donc, il abordera plus particulièrement la question du besoin de financement des étudiants, l'origine de cette proposition et tous les enjeux qu'elle pose dans le débat politique. Voilà, donc 2 temps structureront cette conférence. D'abord, on aura une présentation de notre intervenant, qui sera suivie de 20-30 minutes d'échange avec lui par le chat. Et à la fin, on aura 10 minutes de conclusion pour finir cette semaine de la pensée marxiste. Voilà, du coup, Aurélien Castal, je vous laisse la parole pour faire votre présentation de votre proposition du salaire étudiant. D'accord, merci. Merci de l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Et je suis ravi aussi donc de représenter
le salaire étudiant, c'est en tant que projet politique et puis que stratégie politique aussi. J'assisterai à la fois sur ces deux aspects, puisque le salaire étudiant peut être défendu à la fois comme un, un programme, hein. Et par exemple, aujourd'hui, pour le dire vite, ce serait un SMIC, 1200 euros net pour tous les étudiants, toutes les étudiantes. Et puis aussi, le salaire étudiant, vraiment à travers l'histoire, on constate que c'est aussi une stratégie politique de mobilisation, de soutien à une discussion politique avec l'ensemble des étudiants, des étudiantes, pour échanger avec eux et les sensibiliser à tout un ensemble d'oppressions qui traversent l'enseignement supérieur, mais pas que. Le salaire étudiant, ça sert aussi à ça, à parler de ces oppressions qui traversent l'enseignement supérieur comme d'autres domaines de la société. Je pense, je peux le dire tout de suite sans faire un faux suspense, par exemple sur les inégalités hommes-femmes. J'y reviendrai. Pardon. Donc le salaire étudiant, évidemment, en tant que projet, en tant que proposition, quand on parle de SMIC pour tous les étudiants, toutes les étudiantes, évidemment que l'idée, c'est de répondre à tout un ensemble de situations dramatiques que connaît cette population. Et excusez-moi, ça va revenir. Léo a parlé de la question de la pauvreté des étudiants, des étudiantes. Il a parlé un étudiant, une étudiante sur 5 qui serait aujourd'hui en situation de pauvreté. Ça, c'est un rapport qui date de 2015 qui a été sorti par la direction des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales. On peut parler aussi Léo a parlé de l'emploi mené en parallèle aux études. C'est aussi une vraie question auquel se confronte le salaire étudiant. Donc là, Léo a dit que beaucoup de personnes avaient perdu leur emploi étudiant pendant la crise. Effectivement, c'était un gros problème financier pour eux. Le salaire étudiant, il n'en reste pas moins que le salaire étudiant, l'idée générale, c'est de permettre aux étudiants, aux étudiantes de se passer quand même de l'emploi pendant les études, de pouvoir se consacrer à plein temps à leurs études, parce que on sait grâce au mouvement étudiant, on sait que cet emploi pendant les études est source de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et peut empêcher beaucoup d'étudiants qui sont déjà dans une situation assez défavorisée de poursuivre leurs études à plein temps. L'autre aspect aussi sur la situation actuelle, c'est le faible nombre de bourses par rapport au nombre d'étudiants, leur faible montant. Ça aussi, c'est des besoins criants aujourd'hui auxquels font face les étudiants et les étudiantes et auxquels se confronte forcément le salaire étudiant et auquel entend répondre le salaire étudiant tel que je l'ai défini au début. Il y a plein de choses, il y a plein de besoins. Récemment, il y a une statistique aussi sur, aujourd'hui, qui est sortie dans les médias. Un tiers des étudiantes ne peuvent plus acheter leur protection périodique. Ça aussi, c'est sorti. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir grâce au salaire étudiant, plein de besoins qui écrasent aujourd'hui, je pense, cette population et la conduisent aussi pour une partie à des situations dramatiques. On pourrait y revenir dans la discussion. Donc, première chose à dire peut-être sur le salaire étudiant, c'est qu'effectivement, ça peut paraître une évidence, mais le salaire étudiant, tel qu'il a été défendu, tel qu'il peut être défendu aujourd'hui, vise à répondre à toutes ces situations dramatiques, bien sûr, et à proposer une solution radicale face à toutes ces situations que connaît la population étudiante. Après ça, je pense que je vais présenter 3 choses sur le salaire étudiant.
peut-être proposer d'abord un éclairage historique sur ce projet, cette stratégie politique. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur trois enjeux politiques importants autour de cette proposition et qui peuvent, voilà, qui, euh, qui peuvent particulièrement vous intéresser. Et puis, je terminerai sur la question du financement et j'aborderai donc cette question du financement pour donner quelques pistes, quelques éclairages encore une fois pour envisager euh, comment cette proposition peut être financée. Donc tout d'abord l'éclairage historique. Déjà par rapport à tout ce que j'ai dit au début là, aux besoins qui écrasent la population étudiante, quand le salaire étudiant a été défendu, quand il n'a pas été défendu non plus, ça a toujours été des choses extrêmement présentes dans la vie étudiante. C'est pas une nouveauté que la pauvreté étudiante, c'est pas une nouveauté historique, c'est pas une spécificité française aussi. Hein. Je parlais de l'étranger aussi dans mon intervention, c'est pas une spécificité française. La précarité étudiante non plus, l'emploi en parallèle aux études et les contraintes que ça implique, c'est pas une nouveauté non plus. Et voilà, dire déjà cette chose-là, au niveau historique, les étudiants, les étudiantes ont souvent malheureusement connu ça dans leur histoire. Et le salaire étudiant, quand il a été défendu en France et ailleurs depuis 1945, il a toujours vraiment eu pour objectif de proposer une solution à ces situations dramatiques que connaissaient les étudiants, les étudiantes. Le salaire étudiant, il a été particulièrement défendu en France de 1945 à 1951. Ça a été un moment particulièrement fort de défense de cette proposition et de construction de cette stratégie du mouvement étudiant. C'est toujours défendu aujourd'hui en France hein, par plein d'organisations étudiantes et voilà comme l'UEC. Hein, je vous laisserai y revenir si vous le souhaitez par la suite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à travers l'histoire, ça a pu être défendu par exemple dans les années 70, le syndicat étudiant britannique, en s'inspirant de ce qui s'était passé en France, a défendu aussi le salaire étudiant. Ça a été défendu aux États-Unis à la même époque, ça a pu être défendu dans d'autres pays européens. Et puis, j'y reviendrai plus précisément parce que je pense que c'est quelque chose de particulièrement rafraîchissant et ça a été un mouvement extrêmement intéressant. Ça a été défendu dernièrement au Québec dans le cadre d'une grande mobilisation des stagiaires. Donc, j'y reviendrai au moment d'aborder les enjeux politiques de cette proposition, de cette stratégie. Je reviendrai sur ce mouvement québécois très récent et puis je reviendrai aussi sur ce qui s'est passé après-guerre parce que je pense que ça offre aujourd'hui plein de perspectives aux étudiants, aux étudiantes qui voudraient se ressaisir de ce projet, de cette stratégie. Ça montre qu'il y a plusieurs façons de se saisir de ce projet, de cette stratégie et de la faire aboutir. Donc pour finir cet éclairage historique, vraiment revenir sur ces deux moments, le moment français voilà, de 1945 à 1951 et puis le récent mouvement des stagiaires au Québec. Le mouvement français de 1945 à 1951, il a été particulièrement impulsé par l'UNEF, hein, le syndicat étudiant que vous connaissez. C'était une époque où voilà, l'UNEF avait réussi à réunir beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes autour d'elle. Hein, beaucoup d'étudiants, d'étudiantes se syndiquaient à l'UNEF. À une époque où voilà, il y avait entre 150 et 220 000 étudiants
et étudiantes à l'époque. C'était un contexte voilà, très particulier pour cette raison. C'était aussi un contexte très particulier parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. On avait un mouvement étudiant qui était particulièrement marqué par les actions de résistance qui avaient été entamées pendant l'occupation allemande par des étudiants, des étudiantes, des lycéens, des lycéennes. Donc on a toute cette génération qui est particulièrement marquée par ce mouvement-là et qui veut fermement en finir avec ce qui s'est passé après-guerre, la façon dont était construit le monde étudiant après-guerre, avant-guerre, pardon, l'enseignement supérieur, la façon dont il était construit avant-guerre. Vous avez vraiment une volonté de contribuer à l'échelle des étudiants et des étudiantes au mouvement de reconstruction, au mouvement de libération qu'a connu la France à l'époque. Et l'UNEF réussit à fédérer autour d'elle tout un ensemble d'organisations étudiantes qui finissent par lui laisser jouer un rôle de pilote à l'époque autour de ce projet. L'idée de ce projet, c'est de le fonder sur la charte de Grenoble. La charte de Grenoble, la charte fondatrice du syndicalisme étudiant, adoptée en 1946, écrite plutôt par des militants, des militantes de l'UNEF. Et le salaire étudiant à l'époque est vu comme l'application de cette charte qui est adoptée par l'UNEF en 1946. L'idée, c'est que le salaire étudiant concrétise cette charte adoptée par le mouvement étudiant. Et donc voilà, comment l'UNEF va se saisir de ce projet à l'époque, va l'envisager. L'idée, c'est notamment de deux choses dans la charte qui selon l'UNEF à l'époque, sont concrétisées par ce projet de salaire étudiant. Dans la charte de Grenoble, il est marqué que les étudiants, les étudiantes veulent mettre en place une révolution économique et sociale. Donc, il s'agit vraiment de changer le monde. C'est vraiment le souhait des étudiants, des étudiantes de l'époque. Et le salaire étudiant est pensé pour atteindre cet objectif. Et l'autre idée importante de la charte de Grenoble, en lien avec le salaire étudiant, c'est que les étudiants et les étudiantes sont présentés comme des jeunes travailleurs intellectuels, et notamment donc comme des travailleurs. Donc si on défend un salaire étudiant, c'est parce qu'on soutient l'idée que les étudiants sont des travailleurs, des travailleuses comme les autres, et qu'à ce titre, ils doivent recevoir un salaire. Tout ça va être défendu pendant des années par l'UNEF, qui va réussir à être soutenu par des groupes parlementaires de l'époque, classés à gauche et au centre-gauche. Donc le Parti communiste à l'époque va soutenir ce projet de l'UNEF. Les chrétiens démocrates aussi vont soutenir ce projet de l'UNEF. Ce sont ces deux partis qui vont le soutenir jusqu'au bout. Les socialistes qui eux aussi participent à la majorité politique de l'époque, les socialistes ne vont pas le soutenir jusqu'au bout, ce projet. Et ces soutiens vont permettre, pour le dire vite, que le projet de salaire étudiant soit présenté devant l'Assemblée nationale en séance plénière en 1951. Donc le projet va être défendu à l'époque. Encore une fois, l'idée c'est l'idée d'un salaire minimum. Il y a d'autres idées derrière, j'y reviendrai ensuite, mais voilà, l'idée d'un salaire minimum pour tous les étudiants, toutes les étudiantes. C'est l'idée principale de l'époque. Et donc ça va être défendu en séance plénière. Mais comme les socialistes, en gros pour le dire vite, comme les socialistes, les parlementaires socialistes, les ministres socialistes vont ouvertement s'opposer à ce projet, eh bien finalement il sera reporté à une date ultérieure et au fond ce sera jamais rediscuté en séance plénière à l'Assemblée.
L'autre épisode historique sur lequel je voulais insister, bah, c'est ailleurs qu'en France, c'est au Québec. C'est de 2017 à 2019. Vous avez eu un grand mouvement de stagiaires qui ont défendu le salaire étudiant et qui l'ont défendu avec un certain succès. Je vais y revenir ensuite. Le mouvement il a été porté par une organisation qui s'appelle les CUTE, ça s'écrit C-U-T-E, et les CUTE vont, à partir de 2017, vont commencer à défendre le salaire étudiant en l'associant à la rémunération des stages. Les CUTE, c'est une organisation qui est pas vraiment un syndicat, qui n'est pas non plus un groupe politique comme on l'entend en France. C'est vraiment des comités qui vont rassembler des étudiants, des étudiantes avec des profils très divers, profils sociologiques, profils politiques, profils disciplinaires aussi également. Donc c'est difficile à classer comme organisation. Mais toujours est-il qu'ils vont, à partir de 2017, jusqu'en 2019, ils vont vraiment construire leur mobilisation autour un fait qui est extrêmement intéressant parce que je pense qu'il est valable en France. Le fait sur lequel vont insister les CUTE, c'est que les stages rémunérés, les stages les mieux rémunérés, sont en fait les stages étudiants, hein, bien sûr, les stages étudiants les mieux rémunérés, les stages étudiants quand ils sont rémunérés, eh bien, ce sont dans les filières où les hommes sont majoritaires, en fait, parmi les inscrits. À savoir donc l'informatique, la médecine, les filières d'ingénieurs, voilà, ce genre de filières. C'est là-dedans qu'au Québec, en 2017, les stages étaient rémunérés. Et par contre, les filières où les femmes sont majoritaires, les filières du social, les filières de l'éducation, les filières d'infirmières aussi, lorsque les femmes sont majoritaires, eh ben, voilà, les CUTE ont dénoncé le fait que les stages n'étaient pas rémunérés. Et donc, elles ont construit toute leur mobilisation autour de ce fait. Elles ont dénoncé d'autres choses aussi, hein. Elles ont insisté sur d'autres choses. J'y reviendrai pas, mais ça a été du début à la fin. Elles ont quand même énormément construit leur mobilisation autour de cet aspect-là et en donnant une tournure très féministe à leur mouvement, hein. C'était vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup, tout en étant très sensible à d'autres oppressions qui traversaient l'enseignement supérieur québécois, comme qui traversent l'enseignement supérieur aujourd'hui, hein. Elles vont insister aussi sur ce qu'impose le capitalisme à l'enseignement supérieur, sur le racisme aussi qui traverse cette question des stages dans l'enseignement supérieur, sur plein d'oppressions, voilà, qui étaient très en lien avec leur lutte également et auxquelles elles ont associé leur perspective féministe. Je finis sur ce mouvement, sur cet épisode historique, pour dire que elles ont obtenu quelque chose, quoi. C'est ça qui est intéressant, qui est enthousiasmant, rafraîchissant, c'est qu'elles ont obtenu des indemnités, des bourses pour les filières où les stages n'étaient pas rémunérés, et elles ont obtenu des rémunérations des stagiaires entre 600 euros et 3000 euros en fait sur l'année. Elles ont réussi à obtenir ça en 2019. Alors ce mouvement, voilà, il a connu des impasses, des limites, hein. Les CUTE se sont dissous, par exemple, en 2019, pour souligner les limites de leur mouvement, le fait notamment qu'elles n'ont pas obtenu un salaire étudiant, hein. Il n'y a pas de salaire étudiant aujourd'hui au Québec, hein. Mais elles ont réussi, en défendant le salaire étudiant, à obtenir la rémunération des stages dans les filières féminisées. Ça reste une vraie réussite de leur mouvement et c'est particulièrement intéressant de le retenir, je pense. J'en viens aux enjeux politiques, à 2-3 enjeux politiques forts qui ressortent de ces deux luttes, qui ont été menées encore une fois dans des contextes extrêmement différents, hein, mais qui n'en étaient pas moins des luttes qui visaient à instaurer le salaire étudiant, tel que je l'ai défini rapidement au début. Le premier enjeu important qui, je pense, peut
peut intéresser, c'est l'enjeu autour du travail. Dans ces deux luttes, l'idée, c'est de bousculer la définition qu'on a habituellement du travail pour euh, pousser l'idée jusqu'au bout, hein, jusqu'au salaire, pousser l'idée que les étudiants, les étudiantes sont des travailleurs, des travailleuses, comme d'autres groupes sociaux, qu'ils et elles voilà, produisent des choses utiles, participent à la production générale, et qu'à ce titre, elles et ils doivent recevoir un salaire comme tout autre travailleur, toute autre travailleuse qui voilà, fait quelque chose d'utile. Alors, ça ne s'est pas passé sur les deux épisodes historiques que j'ai présentés, ça ne s'est pas passé de la même manière. Après-guerre, l'ambition de l'UNEF, l'ambition de ses alliés, c'est vraiment de redorer la légitimité du travail étudiant, de relégitimer le travail étudiant en le comparant au travail des ouvriers, des ouvrières, qui est pour les étudiants et les étudiantes de l'époque le travail le plus noble qui soit. À l'époque, c'est vraiment ça, on sent qu'il y a cet idéal du travail utile, du travail qui contribue vraiment à la reconstruction. Hein. On vous parle de l'ouvrier qui construit un barrage. Et on essaye de défendre l'idée que, au fond, les étudiants, les étudiantes, si on y réfléchit bien, le travail n'est pas le même, mais ce travail est tout aussi légitime. Et il contribue à la production générale, et il permet vraiment aussi à la collectivité de mieux vivre, de voir son sort s'améliorer, etc. Donc c'est ça qui est particulièrement défendu à l'époque. Si on prend le Québec, bon ben voilà, c'est un autre point de vue, hein, le Québec récemment autour du travail, mais il n'empêche que voilà, on voulait quand même bousculer la définition conventionnelle du travail en insistant sur le fait que voilà, c'est très féministe, c'est les femmes font des travaux particulièrement utiles, et il est anormal que les femmes soient moins bien rémunérées sur ces travaux, dans le social, encore une fois, dans l'éducatif, dans la santé. Voilà, les personnes qui font ce travail ne sont pas assez rémunérées, les personnes qui sont en stage dans ces domaines ne sont pas assez rémunérées, et c'est sans doute parce que voilà, c'est des populations qui ont un profil sociologique particulier, plus féminin, plus populaire, voilà, avec des personnes aussi ça a été défendu au Québec, des personnes qui sont plus souvent voilà, issues de l'immigration, qui sont plus souvent victimes du racisme. Donc voilà, toute la mobilisation, elle s'est construite autour de ça pour défendre le travail de ces groupes sociaux, et défendre l'idée que ce travail, il est tout aussi légitime, tout aussi important que d'autres travaux qui sont beaucoup mieux rémunérés dans le domaine, voilà, dans le domaine informatique, dans le domaine chez les médecins, chez les ingénieurs, voilà. Donc, vous voyez, il y a ces nuances-là, mais dans les deux cas, on cherche à bousculer la définition conventionnelle du travail, à proposer une autre définition du travail pour dire qu'il est tout aussi légitime que les autres, et qu'à ce titre, il doit être salarié comme les autres. Le deuxième enjeu enjeu politique fort sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est la question des alliances. Si on construit un mouvement, si on cherche à faire aboutir un projet, si on cherche à politiser, à avoir plus de discussions politiques avec les étudiants, les étudiantes, on ne va pas chercher forcément à faire les mêmes alliances. Alors c'est vrai au sein du monde étudiant, voilà, un mouvement ça se construit. Encore une fois, pour que un projet aboutisse, voilà, il y a des groupes sociaux vers lesquels on va s'orienter, il y a des parties du monde étudiant vers lesquelles on va s'orienter plus particulièrement. On va faire des choix stratégiques. Et aussi en dehors du monde étudiant. Donc là, je vais encore revenir sur mes deux épisodes historiques. Après-guerre, c'est logique par rapport à ce que je vous ai dit avant sur le travail. Après-guerre en France,
eh ben, on se tourne beaucoup vers les syndicats. On se tourne beaucoup vers le monde du travail salarié, c'est-à-dire toutes ces personnes qui exercent un travail qui est déjà rémunéré, qui est déjà salarié. On cherche à construire des alliances avec ces groupes sociaux-là. On est énormément, on fait ce choix stratégique parce que voilà, il y a les rapports de force aussi de l'époque plaident, les syndicats sont particulièrement forts à l'époque. Donc on voit dans les syndicats de salariés, la CGT, la CFTC aussi à l'époque, les syndicats de fonctionnaires. On voit vraiment dans ces organisations et ces groupes sociaux vraiment les alliés qui vont permettre de faire aboutir le projet de salaire étudiant. On fait ça aussi pour montrer qu'on est. On a montré, les étudiants et les étudiantes font ça aussi pour montrer aussi leur respect par rapport à tout le travail qui est fait par ces syndicats à l'époque, tout le travail politique, mais aussi tout le travail productif qui est fait par les membres des syndicats, les travailleurs, les travailleuses qui font partie de ces syndicats. Donc c'est ce choix qui est fait à l'époque. Et c'est ce choix qui va leur permettre aussi d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Les syndicats vont soutenir le projet à l'époque et vont se reconnaître dans le projet étudiant de l'époque, la stratégie étudiante de l'époque. Si je parle du Québec, là aussi il y a des nuances. C'est pas du tout les mêmes alliances qui sont. Enfin, c'est pas vraiment les mêmes. C'est exagéré. Quand je dis c'est pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas forcément. C'est pas les mêmes alliances qui sont jugées prioritaires. Si vous voulez. Là-bas au Québec, eh ben les cultes se sont plutôt tournés, les étudiants et les étudiantes se sont plutôt tournés vers des groupes sociaux qui sont des personnes sans salaire. On va aller sans salaire ou alors qui sont assez peu rémunérés. On va aller s'intéresser à tous les précaires qui ne sont pas forcément syndiqués. Tous les travailleurs, les travailleuses précaires dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. On va chercher à construire des alliances, à construire le mouvement avec eux. On va s'intéresser aussi aux personnes qui ne sont pas rémunérées. On va envisager des alliances avec les mères au foyer, par exemple, parce qu'on voit les choses de façon très féministe, encore une fois. C'est assez logique par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et donc voilà, c'est d'autres alliances qui vont être construites au Québec de 2017 à 2019, et on va se tourner plutôt vers des personnes qui sont sans salaire. Donc c'est ce choix qui a été fait au Québec. Vous voyez que c'est pas forcément le même choix qui a été fait en France après-guerre. Et il ne s'agit pas d'opposer les deux, encore une fois, comme je ne voulais pas le faire avant sur la question du travail, mais vraiment de montrer qu'il y a des choix. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Il n'y a pas une seule façon de défendre le salaire étudiant. Il y a vraiment des nuances et en fonction du contexte, on peut choisir de nouer des alliances plutôt avec les personnes syndiquées avec des salaires assez confortables, même si je ne dis pas qu'ils sont suffisamment payés, mais bon voilà, avec des salaires qui renvoient aux grilles de la fonction publique, des conventions collectives, voilà, aux droits du travail, des salaires encadrés, etc. Et puis, on peut aussi se tourner vers des personnes qui ne touchent pas forcément ces salaires aujourd'hui, qui pour autant qui travaillent, mais qui ne touchent pas des salaires aussi encadrés, qui n'ont pas forcément le droit au même salaire. Et voilà, on peut se tourner vers les personnes précaires, peu syndiquées, on peut se tourner aussi vers les mères, les parents au foyer. Voilà, aujourd'hui, on peut faire ce choix aussi et défendre le salaire étudiant comme ça. C'est plutôt ce choix qui a été fait au Québec de 2017 à 2019. Le dernier enjeu sur lequel je voulais insister, encore une fois, en revenant sur ces deux périodes, c'est que soit en fonction du contexte, soit on peut encore, j'ai un peu dit, je l'ai un peu dit au début, mais soit on peut défendre le salaire étudiant parce qu'on veut vraiment on pense vraiment qu'il y a une fenêtre, il y a une possibilité pour que ce projet aboutisse rapidement. Et donc, comme ça a pu se passer en France après-guerre, on va essayer de construire des alliances avec les groupes parlementaires, on va essayer de s'adresser au gouvernement, de le solliciter en permanence, parce qu'on pense qu'il y a vraiment une possibilité pour que ce projet puisse être adopté rapidement.
Et il y avait une vraie opportunité après-guerre pour ce projet. Soit on pense, on défend ce projet avec un autre objectif. L'autre objectif, c'est que on va chercher à provoquer, à utiliser le salaire étudiant pour repolitiser les établissements d'enseignement supérieur, reprovoquer plus de discussions politiques avec les étudiants, les étudiantes. Euh, à nouveau, les sensibiliser à des problèmes politiques sur lesquels on trouve qu'il y a, voilà, il y a pas assez de discussions politiques sur les établissements universitaires. L'idée, là, dans ce cas-là, c'est un peu ce qui a été fait au Québec de 2017 à 2019, c'est vraiment de presque se servir du salaire étudiant pour dénoncer des oppressions qui traversent l'enseignement supérieur, des oppressions générales, comme le capitalisme, le sexisme, le racisme, la destruction de l'environnement, par exemple. On peut tout envisager et se servir du salaire étudiant pour repolitiser les établissements d'enseignement supérieur et provoquer des discussions avec les étudiants, les étudiantes, pour qui remettent au centre des attentions ces oppressions générales qui traversent l'enseignement supérieur et, et d'autres domaines, pour essayer de dire, ben voilà, si on défend le salaire étudiant, c'est parce que, par exemple, voilà, il y a du sexisme dans l'enseignement supérieur, il y en a en dehors, ben voilà, on va défendre le salaire étudiant, c'est un peu ce qui a été fait au Québec, on va défendre le salaire étudiant pour dénoncer ça, essayer de contribuer à notre échelle à commencer à remettre en cause ce sexisme qui traverse l'enseignement supérieur et qui traverse la société en général. On peut faire la même chose avec le capitalisme, le racisme, la destruction de l'environnement. Ben voilà, on parle du salaire étudiant, mais on défend cette proposition, mais on rappelle bien, on remet bien au centre des discussions et de l'attention que ce projet, il vise aussi à remettre en cause des oppressions générales qui se déclinent dans l'enseignement supérieur. C'est cet enjeu-là aussi, c'est ce choix cette troisième possibilité sur laquelle je voulais insister avec vous. J'en viens à la dernière chose que je voulais aborder, je serai plus bref, c'est la question du financement d'une telle proposition. Hein, envisager aujourd'hui défendre aujourd'hui un SMIC pour tous les étudiants, toutes les étudiantes, encore une fois 1 200 euros net. Évidemment que c'est des volumes financiers extrêmement importants, ça change l'économie. Mais voilà, je vous rappelle, si on reprend la charte de Grenoble, le salaire étudiant à l'époque, c'était pour révolutionner l'économie aussi. Donc ça va le salaire étudiant, si on examine les aspects financiers, eh ben, il va remettre en cause beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de l'économie. Aujourd'hui, pour le dire vite, le salaire étudiant, vous pouvez notamment le financer, vous appuyer sur deux choses. Soit vous vous appuyez sur les impôts, c'est une possibilité. Hein. Les impôts, ben voilà, c'est tout ce qui est, c'est des taxes, c'est prélevé sur l'ensemble des revenus, c'est pas prélevé sur les salaires, c'est prélevé sur l'ensemble des revenus, c'est prélevé aussi sur la consommation. Et donc, ça va direct dans les caisses de l'État, c'est des dépenses qui sont non dédiées. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous payez en impôts, vous n'avez pas la garantie que ça va servir à quelque chose de voilà d'utile, de spécifique, comme l'éducation par exemple. Voilà. Vous pouvez augmenter les impôts sans augmenter le budget de l'enseignement supérieur, de l'éducation. L'autre, mais voilà, c'est une possibilité. L'autre type de financement qui, à mes yeux, est plus prometteur, c'est la cotisation sociale, c'est-à-dire toutes les cotisations qui sont prélevées sur les salaires aujourd'hui, qui là sont des cotisations qui sont dédiées. Hein. Par exemple, il y a une cotisation retraite aujourd'hui. Eh bien, voilà, vous pouvez, pour être sûr que le salaire étudiant soit particulièrement bien financé, vous pouvez envisager une cotisation enseignement supérieur sur les salaires qui permettra donc de financer le salaire étudiant. Si on parle par rapport aux fonds existants, moi j'avais fait les comptes dans mon livre,
aujourd'hui, si on prend toutes les ressources qui sont versées aujourd'hui en France aux personnes en formation, eh bien, on arrive aujourd'hui à 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros qui servent aux bourses, hein, par exemple, qui servent aussi à des choses qui sont moins accessibles pour les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles. C'est par exemple les exonérations fiscales pour les ménages favorisés. Voilà, il y a des exonérations fiscales pour ces ménages. Ces 25 milliards d'euros, le gros de ces 25 milliards d'euros, la moitié en gros, ça sert aussi à financer la formation des adultes. C'est-à-dire que sur les bancs de l'université aujourd'hui, des établissements d'enseignement supérieur, on a des personnes qui touchent un salaire, qui touchent effectivement un salaire, qui continuent de toucher leur salaire parce que leur formation est financée par la formation des adultes, la formation continue. Donc voilà, toutes ces 25 milliards, ils pourraient être tout à fait remobilisés pour que le salaire étudiant soit réellement mis en place. Et il serait tout à fait envisageable d'ajouter à ces 25 milliards une cotisation enseignement supérieur, une cotisation formation qui permettrait de mobiliser des sommes plus importantes que 25 milliards. Voilà pour les perspectives financières. Je m'arrêterai là. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole. Je vous remercie encore une fois. C'est nous qui vous remercions. C'était très bien présenté, c'était très détaillé. Donc, on est content que vous ayez pu nous présenter vos recherches. Du coup, on va passer à une phase de questions avec le chat. Donc, on en a déjà plusieurs. Donc, déjà, personnellement, j'aurais voulu vous demander quels étaient vraiment les arguments politiques qui se dressaient contre la proposition du salaire étudiant actuellement. Les arguments politiques opposés à la proposition, c'est l'autre partie de mon travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est moins immédiat peut-être pour les étudiants et les étudiantes, et on peut le comprendre, ça renvoie moins à leur situation matérielle. Mais il y a un gros danger qui plane sur le monde étudiant depuis 20-30 ans et qui commence à montrer ses effets. C'est le danger de la hausse des frais d'inscription et puis des prêts étudiants, tels qu'ils se pratiquent dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, sur laquelle j'ai particulièrement travaillé. Et ce danger se manifeste de deux manières. D'abord par des mesures très concrètes. Hein. Aujourd'hui, les étudiants qui ne font pas partie de l'Union européenne sont les premières à subir cette idéologie des frais d'inscription et des prêts étudiants. Les économistes parlent du capital humain. Hein. On peut parler de l'idéologie du capital humain et des prêts étudiants et des frais d'inscription. Donc aujourd'hui, on a les étudiants, les étudiantes qui ne viennent pas de l'Union européenne doivent payer très très cher les études à l'université publique. Ça, c'est un premier danger immédiat. C'est une première façon un premier danger caractérisé. L'autre danger, c'est tout ce discours. Et c'est en même temps des arguments qui sont opposés au salaire étudiant, c'est de dire non, mais les étudiants et les étudiantes ne produisent pas des choses pendant leurs études. C'est après leurs études qu'ils vont produire quelque chose et ils vont être payés pour ça. Les étudiants et les étudiantes, ce ne sont pas des travailleurs, des travailleuses, ce sont des futurs travailleurs, travailleuses. Et à ce titre, ils doivent s'endetter. En fait, hein, ils doivent payer pour leurs études parce que leurs études vont leur bénéficier plus tard. Ils vont profiter de ce capital humain qu'ils vont accumuler pendant les études. Donc c'est ça le principal argument le plus dangereux aujourd'hui parce que il peut contribuer à dégrader encore plus la situation matérielle des étudiants, des étudiantes à l'avenir, je pense.
Très bien. Du coup, dans le prolongement un peu de ma question, sur le chat, on a une autre question. Y a-t-il des différences idéologiques importantes dans les arguments pour et contre le salaire étudiant en 1951 et maintenant? Est-ce qu'il y a du côté des opposants, des opposantes, des différences majeures? Eh ben, je pense que la question est surtout, elle est sur, voilà, sur les différences d'arguments qu'il y a pu avoir entre 1951 et maintenant, et du coup à la fois des défenseurs et de ceux qui rejettent le salaire étudiant. Mais quasiment, si on regarde bien, quasiment aucune différence. Ça fait. Vous avez des organisations politiques depuis 1945 qui disent en gros la même chose, c'est-à-dire contre le salaire étudiant, qui disent non, non, mais les étudiants, les étudiantes, vous êtes bien gentils, effectivement, ils souffrent. Il faut leur donner faut leur donner des bourses. Il faut, il faut les accueillir, leur proposer un repas une fois par semaine, leur proposer un soutien humanitaire, en gros. Alors moi, encore une fois, je ne veux pas dénoncer ça. Je sais que c'est une vraie solution pour les bourses, bien sûr, et ces repas qui sont donnés aux étudiants et aux étudiantes, c'est des vraies solutions. Mais quand ça commence à devenir un discours politique, quand ça commence à être défendu par des partis politiques, des organisations étudiantes, il faut quand même euh, faire, faire attention à la lecture et à l'image qui est donnée des étudiants, des étudiantes. Ici, c'est l'image de l'étudiant qui a besoin de la charité. L'autre image, dès 1945, on a notamment les socialistes qui disent, qui commencent à défendre les prêts pour dire, oui, mais il est important que les étudiants et les étudiantes remboursent ce qu'ils ont touché pendant leurs études parce qu'ils en bénéficient, ils ont des meilleurs salaires que celles et ceux qui n'ont pas fait d'études. Voilà, c'est tous ces arguments qui en même temps sont des arguments contre la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que derrière ça, on peut les entendre, ces arguments, mais derrière ça, il s'agit de dire aussi, non, non, mais de toute façon, c'est impossible. L'enseignement supérieur, il ne sera jamais ouvert à toutes et à tous. Donc le plan Langevin-Wallon que vous connaissez très bien maintenant, vous oubliez. On oublie d'ouvrir l'enseignement supérieur. On considère qu'on n'y arrivera jamais. Et donc il y aura des gens qui vont en profiter, entre guillemets, et d'autres qui n'en profiteront pas. Et donc les gens qui vont en profiter, il va falloir qu'ils remboursent. Qu'ils remboursent une fois qu'ils arriveront dans la vie active. Et donc, on va mettre en place plutôt des prêts étudiants. Et on va quand même commencer à parler de les faire payer, de faire payer leurs études, parce que c'est pas normal que la collectivité paye leurs études, etc. Donc, vous n'avez pas vraiment de différence majeure hein, dans les oppositions politiques au salaire étudiant entre les deux époques. C'est assez frappant. Très bien. Je pense que la réponse était assez claire. On va passer à la question suivante. Un salaire étudiant au SMIC n'entraînerait-il pas une augmentation des loyers des petites surfaces de logement qu'occupent actuellement les étudiants? Alors ça, c'est une vraie question. Le logement qui concerne d'autres groupes sociaux que les étudiants, hein, les étudiantes. C'est une question vraiment fondamentale et qui, à ma connaissance, n'a jamais été liée au salaire étudiant par le mouvement étudiant. Il y a vraiment aujourd'hui, il y a un défi, il y a un défi politique majeur, c'est de lier cette question du salaire étudiant à la question de l'accès au logement, l'encadrement des loyers, pourquoi pas, hein, il y a ça derrière, de, d'un service public du logement. Je sais que vous réfléchissez à ça beaucoup dans votre organisation. Peut-être que là-dessus, c'est peut-être plus à vous de présenter comment vous voyez les choses, comment on pourrait lier des propositions en faveur du salaire étudiant et des propositions en faveur de l'accès au logement. Moi, je n'ai pas d'exemple historique, si vous voulez, à vous donner, et ça me, j'ai pas de, j'ai plein, j'imagine, je pense à plein de solutions possibles, mais je pense que vous avez une réflexion plus avancée que moi là-dessus, à mon avis.
Très bien. Donc, la question suivante, ce serait en France, au regard de la dépolitisation ces dernières années, dans quelle mesure le fait d'apporter la question du salaire étudiant pour repolitiser les étudiants à la fac serait efficace? Moi, la- les principaux arguments que j'ai en faveur de cette idée, c'est les bilans qui sont sortis, les revues qui ont fait le bilan de la mobilisation québécoise de 2017 à 2019. 2017, au Québec, le contexte politique, il n'est pas non plus ultra favorable, hein. Il n'est pas au salaire étudiant. Le contexte étudiant, c'est un contexte assez défaitiste, où les frais d'inscription, à partir de 2012, ils ont augmenté. Le bilan qui est fait, c'est que le mouvement étudiant n'a pas réussi à s'opposer à ça. Donc, au Québec, les établissements d'enseignement supérieur sont chers, plus chers qu'en France, hein. C'est quand même des frais d'inscription, c'est pas l'Angleterre, hein, c'est pas 10 000 euros, mais c'est 1000, 2000, 3000 euros. Il faut les sortir. Il y a des prêts étudiants aussi. Donc 2017, franchement, c'est pas un contexte politique très très favorable. Et pourtant, et pourtant, ça les a pas arrêtés. Elles ont essayé de construire une mobilisation autour du salaire étudiant, de défendre le salaire étudiant dans ce contexte. Et le bilan qui en est tiré, c'est que des publics nouveaux sont arrivés dans les mobilisations, dans le travail social, dans des filières professionnelles en fait, très professionnalisées. Donc faut se projeter en France. Filière professionnalisée, faut peut-être, c'est pas forcément que des filières universitaires. Donc faut aussi envisager ça. Peut-être que le salaire étudiant peut être une bonne occasion comme au Québec, de mobiliser des filières qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser. Voilà, dans le social, dans l'éducatif, dans les écoles d'infirmières. Voilà, peut-être que là aussi, il faut établir une stratégie par rapport au public euh, qu'on pense être susceptible de se mobiliser particulièrement là-dessus. Peut-être par rapport à la question des stages. Voilà, peut-être pointer aussi et parler de questions très concrètes, quoi. Voilà, les stages, c'est quelque chose de très concret, hein, qui touche de plus en plus d'étudiants, d'étudiantes, et la non-rémunération aussi. Donc, voilà, peut-être que c'est le point d'entrée en tout cas, ça semble être le point d'entrée qui a marché au Québec et qui a conduit des personnes à s'intéresser au féminisme, au sexisme, au capitalisme, au racisme. Il y a des choses qui se sont passées visiblement là-bas et des publics nouveaux qui se sont intéressés à tout ça. Donc, bon, encore une fois, c'est pas parfait, mais en termes de politisation des établissements d'enseignement supérieur, il y a visiblement des réussites. Donc, à réfléchir, je pense, dans le contexte français, qui n'est pas le même, mais à réfléchir quand même. Très bien. Alors, du coup, la question suivante, c'est est-il illogique de faire payer à des étudiants extra-communautaires, souvent de familles très favorisées, des frais de scolarité? Ben, c'est l'argument qui, quand on fait l'histoire de ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, c'est en 82. Ça s'est passé pour les. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on démarre toujours par les étudiants, les étudiantes les plus faibles. Quand on n'arrive pas à poser, c'est le cas en France depuis quelques années, c'était le cas en Angleterre. Quand on n'arrive pas à imposer les frais d'inscription, la hausse des frais d'inscription, les prêts étudiants, à l'ensemble des étudiants et des étudiantes, ben on divise. On divise. On commence par un groupe étudiant en particulier. C'est ce qui s'est passé en 82 en Angleterre. On a commencé par ce groupe-là. Et les mobilisations n'ont pas réussi à s'opposer à ça. Et peut-être pas réussi à s'opposer à ce type d'argument. Mais ce qu'on voit en Angleterre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour tout le monde, hein. Les frais d'inscription, c'est 10 000 euros pour une année de licence, hein, dans le public, hein, c'est pas le privé, hein, c'est dans le public. C'est au moins 10 000 euros pour une année de licence. Et c'est autant de prêts. Il y a juste les prêts qui sont proposés, hein, à part quelques bourses en complément pour vraiment les personnes qui sont issues de milieux défavorisés.
c'est quelques bourses, 3 000 euros, pas plus. Hein. Il faut quand même s'endetter pour ces étudiants et étudiantes qui viennent de milieux défavorisés. Donc c'est ça l'Angleterre aujourd'hui. Hein. En 30 ans, on a commencé par ces arguments-là en 82. On a commencé par les étudiants, les étudiantes qui ne venaient pas de l'Union européenne. Et aujourd'hui, en 2020, c'est 10 000 euros pour tout le monde. Donc quand vous commencez à argumenter pour un groupe d'étudiants, vous commencez à défendre ces arguments, très vite vous trouverez d'autres forces politiques qui vont dire attendez, mais ces arguments ils sont aussi valables pour les étudiants, les étudiantes qui sont inscrits dans le reste de l'enseignement supérieur. Et donc ça a commencé dans les années 90, dans les années 2000 ça a continué, dans les années 2010 encore une fois on a continué. Et aujourd'hui on a cette situation en Angleterre. Ok, du coup, ensuite, on nous demande quelle serait, selon vous, la complémentarité entre les services publics universitaires actuels, comme ceux du Crous, donc restauration, logement, etc., où les besoins des étudiants sont sortis des logiques de marché, et le salaire étudiant que vous proposez. Fort heureusement, le salaire étudiant est lié depuis le début, que ce soit en France ou ailleurs, au service public d'éducation. Vous en avez parlé avec le plan Jean Vallon. Il est lié au service public en général, au statut de fonctionnaire des personnels de l'enseignement supérieur. Le salaire étudiant n'a jamais été construit contre ça. Il a toujours été construit en référence justement à ça, en association avec ça. Donc le Crous, c'est un service public. Il a ses défauts, il a ses limites. Aujourd'hui, il essaie de se positionner dans plein de domaines, mais le salaire étudiant, l'idée, c'est pas de le construire contre le Crous, donc et contre les personnels qui travaillent dans les Crous, qui dans certains domaines font l'excellent travail et font des choses extraordinaires avec très peu de moyens. Donc le salaire étudiant peut tout à fait, je pense à la restauration hein, particulièrement. C'est vrai que le logement, on peut y revenir dans la discussion. Il y a beaucoup à dire sur le logement, le rôle du Crous dans le logement, les limites qu'il rencontre. Aujourd'hui, on peut en parler. Moi, je pense que sur la restauration, il y a quand même le bilan, il est beaucoup plus, à ma connaissance, il est quand même beaucoup plus positif avec des moyens très limités. Le personnel du Crous et le Crous fait quand même des choses, assez remarquables, qui pourraient être très difficiles à reproduire ailleurs. Mais donc voilà, il y a des choses à penser, à articuler là aussi, je pense. Alors la question suivante demande pourquoi un salaire étudiant à 1200 euros, notamment en comparaison avec la CGT qui porterait un SMIC à environ 1800 euros. Ah ben moi, je l'ai dit rapidement, hein, je ne vais pas être contre le SMIC de la CGT, hein, ses propositions. Hein. Encore une fois, les syndicats, leurs propositions, leurs revendications, c'est une vraie perspective pour le salaire étudiant. Ça a toujours été une possibilité de s'allier avec les syndicats, d'articuler leurs revendications avec les revendications étudiantes. Les organisations étudiantes se sont saisies de ça dans le passé, comme elles se sont saisies aussi des partis politiques, de ce que proposaient les partis politiques, notamment à gauche. Ça a été fait dans le passé. Là-dessus, vous êtes mieux informé que moi, vous êtes très en lien avec ce type d'organisation. Donc, encore une fois, il y a le salaire étudiant tel qu'il a été défendu, il s'est plutôt allié aux propositions syndicales qu'opposé aux propositions syndicales dans le passé. Donc, si parmi vous, il y en a qui pensent que 1200 euros net, c'est pas assez, eh bien, effectivement, ils peuvent toujours, comme ça peut être envisagé ailleurs, considérer que c'est plutôt le barème minimal défendu par la CGT qui doit faire référence et construire leur proposition, leur stratégie autour de ça. C'est une vraie possibilité, en tout cas l'histoire du mouvement étudiant, elle indique que c'est une vraie possibilité
qui peut être saisi. Très bien. Du coup, on va passer à notre dernière question pour ce soir, je pense. On en aura une suivante. Donc, deux dernières questions. Est-ce que l'alternance pourrait être une solution correcte pour lutter contre le capitalisme? Le salaire reçu par l'alternant est-il compté dans le PIB? Absolument, absolument, il est compté dans le PIB. Absolument, c'est une perspective, comme le stage, hein. Si on prend une définition large de l'alternance, le stage est une alternance, l'apprentissage est une alternance. Que les étudiants, que les étudiantes fassent des salariés avec un salaire, ça c'est fondamental. Avec un salaire, fassent des allers-retours entre leur lieu de formation et d'autres lieux de production, dans des entreprises, des administrations, des associations, mais c'est une vraie perspective pour le salaire étudiant. Et si ça aide à convaincre plus de gens de dire en fait le salaire étudiant c'est l'alternance avec un SMIC offerte à tout le monde, bah, oui, pourquoi pas, oui, autant s'en saisir. On peut envisager plein de réformes de l'enseignement supérieur autour du salaire étudiant. Et à partir du moment où on pose le principe que les étudiants et les étudiantes sont des travailleurs, des travailleuses et qu'ils doivent toucher un salaire, un SMIC, un salaire minimal, il y a plein de choses envisageables pour changer l'enseignement supérieur, changer la conception de la formation et pourquoi pas se saisir de ce dispositif de l'alternance. Très bien. Du coup, là, pour notre vraie dernière question. Plusieurs grandes écoles publiques recrutent leurs étudiants sur concours, les faisant accéder au statut de fonctionnaire stagiaire, donc comme l'école normale supérieure, l'école normale d'aviation civile, et donc reçoivent une rémunération durant leur formation. Le mouvement des jeunes communistes porte la proposition de pré-recrutement dans les services publics dans 4 domaines essentiels au bien commun: la santé, l'énergie, les transports et l'éducation. Est-ce une proposition qui vous semble intéressante? C'est une proposition qui intéresse, en France en tout cas, qui a intéressé le mouvement étudiant depuis le début. Je confirme que c'est un salaire étudiant, le salaire qui existe aujourd'hui. La proposition, du mouvement des jeunes communistes mènerait à ce que beaucoup plus de personnes bénéficient de ce type de salaire étudiant. Après, l'inconvénient, c'est que vous aurez toujours des forces politiques qui vont utiliser les concours, les pré-recrutements, pour faire des numerus clausus et empêcher que le salaire étudiant soit vraiment accessible à tous les étudiants et toutes les étudiantes. C'est le risque. C'est comme ça que, par exemple, c'est comme ça que les socialistes défendaient le salaire étudiant après-guerre en France. C'est le salaire étudiant pour une minorité, pré-recruté sur concours, trié sur le volet. En face, on s'y opposait, parce qu'on voyait bien que derrière, c'était la remise en cause de la démocratisation, de l'accès de tous les étudiants et toutes les étudiantes au service public d'enseignement supérieur et puis au salaire étudiant tel qu'il était défendu à l'époque par l'UNEF dans une vision vraiment universelle pour un maximum de gens et un maximum d'adultes en formation. Ok. Bon, il y a un peu de délai quand je parle, du coup il y a une dernière question qui est apparue, mais je pense que vous pourrez répondre rapidement. Oui. Qu'est-ce qui a assuré la pérennité ou du moins la transmissibilité de l'idée de salaire étudiant depuis la fin de la guerre à aujourd'hui? Ah bah ça c'est une ça c'est une question de fond, une question d'idées, je pense. Aujourd'hui, en même temps, ça montre que la condition étudiante n'a pas tellement changé. S'il y a toujours une perméabilité toujours relative hein, du milieu étudiant à cette idée, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Si je dois donner une piste, c'est que les étudiants, les étudiantes
font des choses au quotidien qui leur paraissent relever du travail, être tout aussi légitimes que plein d'autres travaux, et qu'à ce titre, les étudiants et les étudiantes considèrent il serait légitime qu'il et elle touchent un salaire. Je pense que ça, c'est quand même resté. Et l'envie de faire face à cette violence, c'est une violence quand même morale qui est faite à ce groupe social-là, de lui refuser ce statut de travailleur, de travailleuse. Et je pense il y a toujours des groupes étudiants qui ont envie de s'opposer à cette violence qui jalonne toute la condition étudiante du début à la fin des études. Et je pense que dont plein de personnes souffrent et ont souffert, à mon avis. Voilà, du coup, après cette phase d'échange aussi très intéressante, on va passer à la fin de cette conférence. Donc, cette conférence qui était très importante pour nous, UEC, parce qu'elle traite un sujet qui fait l'objet d'une de nos revendications. Parce qu'en effet, on défend la proposition d'un revenu étudiant également, parce qu'un étudiant sur deux a un emploi à côté de ses cours, et que le salariat est la première cause d'échec dans les études, donc ce qui crée une inégalité sociale entre les étudiants. Cette mesure nous semble utile. Aujourd'hui, le système des bourses sur critères sociaux n'est pas suffisant pour permettre d'étudier dans de bonnes conditions. 62% des étudiants n'en bénéficient pas. Et parmi celles et ceux qui en disposent, seuls 7% sont à l'échelon 7, l'échelon maximal, 568 € par mois. Donc un montant qui est encore très loin du seuil de pauvreté. Donc seuil de pauvreté auquel le revenu étudiant permettrait de pallier. Parce que s'il est au SMIC, il en serait largement supérieur. C'est la garantie d'une condition de l'autonomie vis-à-vis de la famille pour l'étudiant. Et cette proposition, nous, comme vous l'avez évoqué, on soutient qu'elle doit être financée par une 6e branche de la sécurité sociale pour reconnaître aux étudiants et aux étudiantes le statut de travailleur en formation. Donc, à côté de ça, nous nous battons également pour imposer un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche de qualité, et financé à 100% par l'État, car l'éducation est un droit et un investissement pour toute la société, qui va permettre son développement futur. Donc cela induit une gratuité des frais d'inscription, comme c'est déjà le cas pour les presque 40% d'étudiants boursiers. Aujourd'hui, les étudiants en licence paient 170 € de frais d'inscription et 90 € de CVEC, et les montants sont encore plus élevés en master et en doctorat. Il faut ajouter à cela l'ensemble des dépenses obligatoires que constitue l'acquisition du matériel, donc les livres, codes, les polycopiés, des blouses, des trousses de dissection en fonction des filières. De plus, la gratuité des frais d'inscription doit concerner les étudiants étrangers comme ceux de l'Union européenne. En effet, le gouvernement a fait exploser les tarifs pour les personnes n'ayant pas une nationalité communautaire. Donc elles doivent payer désormais 2 770 € pour s'inscrire en licence, soit 8 310 € pour obtenir son diplôme au terme des 3 années. Donc l'enseignement supérieur comme service public, ça inclut et également un investissement à la hauteur des demandes des étudiants dans le Crous. Les Crous qui ont un rôle social fondamental puisqu'ils répondent aux besoins de chacun en les sortant du marché privé. Et à l'inverse de ce dernier, qui est régi par la concurrence, le service public du Crous offre des services adaptés aux étudiants et dont les prix sont démocratiquement décidés dans des conseils regroupant usagers et personnels. De plus, ces prix ne fluctuent pas en fonction de l'offre et de la demande. Donc les besoins remplis par les Crous sont notamment l'alimentation, donc avec les RU, le logement, avec les CTU, et la culture avec les différents services, donc qui permettent réellement de sortir de la logique de marché immobilier, etc. Voilà, donc pour finir, nous tenons tous à remercier chaleureusement Aurélien Casta pour sa participation à la semaine de la pensée marxiste. Nous voulons également remercier toutes les personnes qui ont assisté au live, en espérant qu'ils auront été enrichissants pour elles. Comme nous l'avons dit, l'objectif, c'était réellement de susciter le débat et la réflexion auprès des étudiants, de leur proposer les solutions portées par les membres de l'Union des étudiants communistes sur des problèmes et des enjeux actuels.
Donc, nous espérons que l'objectif a été atteint. Et nous espérons également vous retrouver l'année prochaine en présentiel pour une nouvelle édition de la semaine de la pensée marxiste. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien Casta. Merci à vous. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir.